Dans Détour vers le futur, aujourd'hui, nous nous intéressons à l'intelligence artificielle dans la création artistique. Nous ouvrons le dossier dans ce podcast à l'occasion de la 10e édition de notre festival artistique et scientifique Lumière sur le quai sur le thème « Créer avec l'IA ». Est-ce que l'IA est en train de révolutionner le monde de la création artistique ? L'IA est-elle un outil comme les autres ou bien pourrait-elle aller jusqu'à prendre la place des créateurs humains ? Et quid des droits d'auteur ? Pour décortiquer ces questions, nous avons souhaité donner la parole aux principaux concernés, les artistes. Nous en avons 3 autour de ces micros. Justine Aymar, artiste plasticienne, Clément Lieb, musicien-producteur, et Sylvain Sarail, concept artiste, directeur du studio de jeux vidéo Umeshu Lovers et auteur de l'affiche du festival de cette année. Pour entrer directement dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire en quelques mots quelle place occupe l'IA dans vos activités artistiques ? Justine, peut-être pour commencer ? Bonjour à toutes et tous. Je m'intéresse beaucoup à l'idée de l'apprentissage entre l'être humain et la machine. Sylvain ? Oui, merci d'accueillir. Bienvenue. L'IA est en train d'arriver dans mon industrie, en tout cas celle du concept art et de l'illustration, comme un bulldozer. Et donc, on est obligé d'avoir des réflexions très stratégiques par rapport à ça. Le concept art en quelques mots ? Le concept art, c'est tout ce qui est la réflexion artistique et la plupart du temps dessinée. En fait, c'est des dossiers que l'on fait en pré-production avant que les films et projets de jeux vidéo se mettent en production afin de valider la direction, le courant artistique de tous ces produits. Et Clément, l'IA. De mon côté, l'IA dans la production musicale est encore à ses prémices. On est encore à des versions bêta. Mais justement, j'observe ce qui se passe dans le monde graphique avec beaucoup d'intérêt parce que je pense qu'on a juste quelques années de décalage, mais que les grands bouleversements que Sylvain peut peut-être observer dans son secteur sont en train d'arriver dans la musique également, avec notamment de nouvelles IA qui sont en train d'exploser depuis quelques mois. Moi, mon utilisation sur l'IA générative et créative, elle est inexistante et même il y a une forme de boycott, même si je l'observe. Après, il y a forcément, on est entouré d'IA dans nos vies et elle a forcément une influence sur ma culture et sur même ma consommation en tant que spectateur, quoi. Voilà. Mmh. Alors on s'est interrogé aussi sur la place de l'IA dans l'activité des autrices de science-fiction, par exemple. Pour un auteur ou une autrice de science-fiction, qu'est-ce que l'IA va occuper comme place ? Et la réponse qu'on vous propose d'écouter dans un petit clin d'œil issu du futur, c'est celle de l'ICAM et de François Donato. Bon, j'ai un texte à écrire pour demain et le stress tarit mon inspiration. En quête d'idées, j'ai contacté quelques amis qui étaient tout aussi secs que moi, mais plusieurs d'entre eux m'ont indiqué l'existence d'une IA créative destinée aux auteurs. Un truc hyper impressionnant qu'il paraît, malgré quelques bugs un peu flippants. L'IA s'appelle l'écriteur. Ce n'est pas très français et pas très engageant, mais je n'ai pas d'autre option. Tant pis, je me lance. Je m'étire longuement, me sers une tasse de café bien fort et je me connecte. Bonjour, vous êtes en conversation avec une IA créative. Je me nomme l'écriteur. Veuillez indiquer quel type de texte vous souhaitez écrire. Un texte de science-fiction. Sur quel thème ? À propos d'une IA. Quelle forme de narration ? À la première personne. Génération du texte. Bon, j'ai un texte à écrire pour demain et le stress tarit mon inspiration. En quête d'idées, j'ai contacté quelques amis qui étaient tout aussi secs que moi, mais plusieurs d'entre eux m'ont indiqué l'existence d'une IA créative destinée aux auteurs. Un truc hyper impressionnant qu'il paraît, malgré quelques bugs un peu flippants. L'IA s'appelle l'écriteur. Ce n'est pas très français et pas très engageant. Mais je n'ai pas d'autres options. Tant pis. Je me lance. Je m'étire longuement, me sers une tasse de café bien fort et je me connecte. Bonjour, vous êtes en conversation avec une IA créative. Je me nomme l'écriteur. Veuillez indiquer quel type de texte vous souhaitez écrire. Texte de science-fiction. Sur quel thème ? À propos d'une IA. Quelle forme de narration ? À la première personne. Génération du texte. Texte l'ICAM. Voix Corinne Mariotto. Sound design et réalisation François Donato.
Alors voilà, l'IA comme un éternel recommencement, comme le retour du même, du copier-coller à l'infini, qui se dégrade même à chaque épisode. Est-ce que c'est ça votre expérience de l'IA à vous, en tant qu'artiste ? Est-ce que finalement l'IA, ça n'apporte rien de nouveau dans la création ? Sylvain ? Je pense non, c'est pas aussi caricatural. C'est vrai qu'en fait, on peut reprocher une espèce d'hégémonie culturelle à l'IA qui voit les choses uniquement, pour le moment, à travers de la culture Internet, en fait, c'est-à-dire que ce soit les images. Et toutes ces images sont quand même malgré tout orientées à la base sur des algorithmes de réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une recherche d'une vision de la beauté un peu excessive vue d'un monde occidental. Et aussi, par exemple, je prends l'exemple de Midjourney, qui est un générateur d'images qui s'est nourri énormément de cinéma, mais notamment de cinéma américain. Donc, c'est-à-dire que les modèles et les canons vont être souvent peuvent être des fois très standardisés. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on est sur quelque chose de paradoxal, en fait. C'est-à-dire que quand on va lui demander de la beauté, on va avoir quelque chose d'une vision extrêmement lisse. Mais dès qu'on se met à mélanger des choses, là, on peut avoir des choses surprenantes. Donc, en fait, c'est-à-dire, moi, j'ai obtenu des choses très surprenantes et très originales avec les IA, mais en lui demandant, justement, de croiser des idées, en fait. Donc, c'est un peu les deux côtés, en fait. En gros, c'est assez radical. En lui faisant un prompt, enfin une commande, en lui écrivant la fameuse petite phrase consigne qui génère l'image, ou en lui demandant d'avoir des contradictions ou des mises en commun d'éléments ou d'univers différents et variés. Exactement, il faut avoir une certaine malice par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est comme si on demandait à Van Gogh de peindre de la science-fiction. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu et des fois, on peut avoir des traitements extrêmement originaux. Mais par contre, si on lui demande des idées assez bas de gamme, c'est-à-dire un chat qui joue avec un jouet ou simplement une femme belle dans une ville, on va avoir des rapports de gravure de mode typiques des pubs de pour parfum. Des images très stéréotypées. Exactement. Justine Aymar, et pour vous, dans votre pratique, est-ce que l'IA, ça apporte quelque chose de nouveau aussi ? Vous nous parliez juste en introduction de cette interaction avec l'humain, et que finalement c'était un outil pour apprendre. Alors apprendre quoi ? Qu'est-ce que ça vous apprend, l'IA ? Ce qui m'intéresse dans mon travail et dans mes recherches, c'est aussi de voir la machine en train d'apprendre et en train d'effectuer ses opérations. C'est d'entraîner en fait des modèles à partir de bases de données que je vais sélectionner, que je vais travailler à partir de corpus personnalisés. C'est sûr que lorsqu'on utilise des logiciels qui sont préentraînés, il y a aussi toute cette matière à laquelle on n'a pas accès. En fait, on devine, mais on ne sait pas exactement sur quoi elles ont été entraînées. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se projeter dans le futur et de se dire si on utilise en fait ces images créées avec des logiciels en ligne qui pompent sur les réseaux sociaux, sur l'internet et qui republient au fur et à mesure et qui re-rentrent dans la machine, est-ce qu'on va arriver à un moment, à un effacement, à une disparition de l'image où finalement tout sera généré, tout va être pris et on va perdre en fait toutes ces formes. Et je trouve que c'est des exercices de pensée intéressants quand on s'intéresse à ces outils en ligne et à la façon dont ils absorbent en fait une grande quantité de données. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'avoir finalement d'aboutir à ce que tout le monde produise les mêmes images ? Puisque l'IA, ça fonctionne quand même à partir d'algorithmes mathématiques, statistiques qui vont aller compiler des milliers, des milliards de formes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'amoindrissement ou d'affaiblissement de la création, Sylvain ? Alors moi j'ai une standardisation aussi. Une réponse personnelle par rapport à ça, justement, c'est qu'en fait c'est déjà le cas avec les humains. C'est-à-dire que si on regarde Instagram, les gens s'imitent et se reproduisent les mêmes schémas et ce genre de choses. Donc en fait l'IA, elle essaie aussi de nous imiter dans nos imitations. Donc c'est quelque chose d'un petit peu paradoxal où les réseaux sociaux par leurs algorithmes quand même poussent aussi à une standardisation, c'est-à-dire avec ou sans l'IA. Et comme l'IA essaie de nous imiter, on va peut-être retrouver exactement les mêmes problèmes. Et finalement c'est un peu aussi ce qu'on entend aussi à la radio avec quelque chose qui se lisse. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut penser avec le travail qui est encore à faire au niveau des IA génératives sur la musique, ce que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que là, on peut espérer qu'on aille vers quelque chose d'un peu moins aplatissant ou on va faire pareil et aller vers... C'est déjà plus ou moins le cas. En réalité, même si l'utilisation des IA génératives n'est pas encore devenue quelque chose de commun dans l'industrie musicale, il y a quelque chose de commun qui est là depuis quasiment 5-6 ans maintenant, qui sont notamment un logiciel qui s'appelle Splice, qui est un logiciel qui est un abonnement, un peu c'est l'équivalent du Netflix pour le producteur de musique, qui donne accès à une banque quasi infinie de samples et de boucles préconstruites sur lequel en fait je tape un peu comme un prompt en fait ce que je recherche, quel tempo, quelle tonalité, et on me sort par rapport aux data aussi que moi je leur fournis, ce qui est susceptible de me plaire et ce qui est susceptible
rentrer dans le cahier des charges que j'ai rentré dans le truc. Et par rapport à ça, en fait, on peut créer des productions et composer des morceaux pour des artistes en 5 minutes chrono avec des sons qui ont été enregistrés dans les meilleurs studios du monde par les meilleurs producteurs du monde. Et en fait, quand on écoute la radio, et notamment, c'est pas pour taper sur un style musical en particulier, surtout que j'en ai beaucoup fait, mais quand on écoute les productions de rap des 10 dernières années, et notamment la trap music, toutes les rythmiques, il y a la plupart de ces rythmiques-là qu'on entend à la radio qui sont faits en 5 minutes par ce principe-là, quoi. C'est extrêmement facile de faire un beat qui sonnera comme ce qu'on entend à la radio en 5 minutes chrono. Mainstream équipé, voilà. Quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on entend effectivement, alors je veux pas dire c'était mieux avant, c'est toujours la phrase du vieux con et j'ai que 32 ans, donc ce serait un peu dommage. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de lissage par l'abus de ces technologies-là et par effectivement la solution de facilité. C'est-à-dire que entre passer 3 jours à crafter ta propre sonorité, aller chercher le son de caisse claire qui se différencie et le faire en 10 minutes en allant récupérer le travail de quelqu'un d'autre qu'il a mis ici parce que lui, pareil, hein, comme je paye un abonnement et que je récupère sa caisse claire, ben lui, il touche un petit pourcentage. Donc, au final, c'est un peu une jungle où chacun essaie de récupérer un petit peu de pognon. Mais donc, on n'est pas encore dans le génératif, mais l'IA est déjà là dans la gestion du data. Et ce qu'on est en train de voir là, actuellement avec Udio ou Sunio, je crois, c'est que c'est en train d'arriver très fort sur le génératif. Et qu'il y a encore peu de gens qui sont au courant, mais que c'est en train de se généraliser. Et que de la même manière que Midjourney, au tout début, c'était très compliqué de faire la différence avec quelque chose fait par un humain, et bien en fait, il se passe exactement la même chose avec la musique. C'est-à-dire que il y a déjà des gens qui l'exploitent sans qu'on le sache. Et alors, est-ce que du coup, parce que là, on parle de reproduire ce que fait l'humain, mais est-ce que ça peut entrer dans de la création, ce qu'évoquait Justine aussi tout à l'heure, ce côté un peu disruptif, créer quelque chose de nouveau, parce que c'est aussi ça, ce challenge, parce qu'il y a reproduire le travail de l'humain, mais il y a aussi créer. Par rapport à ce que disait Justine, effectivement, moi, il y a un synthétiseur qui s'appelle Synplant, qui est un synthétiseur qui, on lui rentre une information audio dessus, et il va synthétiser avec la synthèse numérique classique le son qu'on lui rentre en audio dedans. Donc il va proposer différentes itérations de ce même son. Et ce qui est génial dans ce synthétiseur-là et qui est très créatif, c'est on va pouvoir, parce que c'est une sorte de... Je ne veux pas utiliser des noms que je ne comprends pas, mais c'est une sorte de machine learning où en gros, il va faire des AB en comparant en général son résultat à la source audio qu'on lui a donnée et en essayant de s'améliorer. Et donc ça s'appelle Synplant parce que c'est une sorte d'arborescence qui se crée. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir accès à toutes ces itérations. Et notamment, souvent, ce qui est plus intéressant, c'est le moment où il échoue, où il essaye de tendre vers ce résultat-là, mais où en fait, il y a cette espèce d'aberration numérique qui crée effectivement une sorte de réalité synthétique qui est un point de départ assez poétique de cette machine qui échoue, quoi. Alors effectivement, il y a une esthétique là-dedans qui peut être extrêmement poétique et inspirante. Mais vous avez bien compris que moi, mon problème n'est pas là. Ces deux chercheurs, Lambert Mertens et Leo Goertz, se servent des ordinateurs pour écrire de la musique. Lambert Mertens a déjà composé de cette manière un quatuor à cordes dans le style classique en ut majeur. Cela lui a valu en 1968 le premier prix à Édimbourg dans un festival de composition musicale pour ordinateur. Quelque chose me surprend. Vous êtes un mathématicien et non un musicien. Alors pourquoi avez-vous décidé de faire de la musique ? Ce qui m'a poussé à faire de la musique au moyen d'un ordinateur, c'est d'abord le fait que les gens qui font de la musique ne savent pas comment ils la font. Ils l'écrivent et c'est tout. Alors ce que je voulais savoir, c'était comment on fait de la musique. Si j'arrivais à faire de la composition musicale en programmant mon ordinateur, je connaîtrais bien sûr chaque étape du processus de composition. Et je voulais voir jusqu'à quel point j'arriverais à faire ce que font les musiciens. Ce qui veut dire que si vous réussissez à faire de la musique à l'aide de votre ordinateur, vous le néophyte en musique, vous aurez en quelque sorte aidé à expliquer comment jusqu'alors on fabriquait de la musique. Oui.
Oui, alors on est au tout début des années 70 dans cet extrait de l'INA, et déjà l'objectif des chercheurs en informatique, c'est de permettre à n'importe qui de créer un morceau aussi facilement, alors très facilement et aussi bien que les artistes reconnus. Alors est-ce que c'est pas un des dangers de l'IA justement aujourd'hui? Et je rebondis sur ce que vous disiez Clément, remplacer les créatifs par un algorithme. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette question du grand remplacement par la technologie. Je trouve qu'il y a une dimension collaborative aussi avec l'IA qu'il faut pas négliger, et c'est un peu ce challenge de l'altérité, c'est-à-dire l'IA va proposer quelque chose. Par exemple, elle propose une voix, une image, une modélisation 3D. Qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, pour les créateurs, c'est extrêmement stimulant de se trouver face à quelque chose d'inconnu qu'on n'avait pas imaginé et essayer de l'intégrer, de l'orchestrer ou de le mettre en scène dans une œuvre. Et c'est en ça que parfois ça peut être aussi très stimulant comme challenge de se retrouver face à une forme qu'on connaît pas, qu'on comprend pas, mais qu'on essaye de l'apprivoiser. Et donc il y a une forme comme ça d'apprivoisement entre le créateur et ce qui est proposé par la machine. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a notamment quelque chose qui est hyper important dans le processus créatif, c'est l'échec et l'erreur et le bug qui parfois va amener beaucoup plus de création et de profondeur à ce qu'on avait imaginé. Et en fait, c'est des processus qui permettent d'aller chercher au-delà des clichés et au-delà de ce qu'on peut penser pour atterrir dans des environnements complètement alternatifs par rapport à l'idée de départ. Donc, il y a presque une forme de déambulation, d'errance qui parfois amène beaucoup de création. Et je crois qu'il faut toujours rester attentif en fait à ce que la machine peut proposer et à cette interaction avec elle. Absolument. Après, moi, je suis en total d'accord, en phase avec ce que tu dis. Moi, la question que je pose, en fait, elle est malheureusement un peu plus pragmatique. Elle est aussi des réalités économiques et du fait que évidemment, remplacer les artistes, je pense que enfin, on n'arrivera jamais à ce point-là. Il y aura toujours cette part de poésie dans notre monde, mais quand on regarde le parcours d'énormément d'artistes, et que ce soit aujourd'hui ou dans le passé, c'est très difficile de décorréler une carrière artistique, de juste aussi d'avoir des commandes et de pouvoir éventuellement, voilà, par exemple, quelqu'un comme René Magritte a dû faire des illustrations pour des partitions de musique pour pouvoir s'acheter ses pots de peinture et faire ses œuvres. Quelqu'un comme Mozart a dû écrire de la musique de chambre à la con pour des rois, pour pouvoir derrière avoir la liberté de prendre 3 mois pour bosser sur un opéra. Donc c'était pas mieux avant en fait, c'était pas forcément mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, si je peux faire des projets parfois où je mets 6 mois de ma vie à essayer de crafter un truc artistique très pointu et avoir la liberté de le faire, c'est aussi parce que je vais répondre à une commande pour un publicitaire qui va me demander de faire une musique dans ce style-là, si le gars il peut le générer en 20 minutes avec une IA, pourquoi il va venir me chercher moi, qui vais prendre 2 semaines à le faire et prendre une certaine somme? C'est ça, en fait, c'est sur cette différence entre l'utilisation comme un outil pour faire presque de la R&D, alors je prends volontairement un terme pas scientifique, voilà, vraiment scientifique, plutôt sur ce côté R&D, plutôt que sur le côté remplacement. Ça, c'est ce qu'évoquait Sylvain au début, sur effectivement les possibilités de fabrication des IA génératives qui peuvent être des sujets sur la question du remplacement de certains jobs. Oui, dans les industries graphiques notamment. Industrie graphique, oui. Oui, en effet, moi, dans mon industrie, en tout cas du côté des illustrateurs et en particulier des concept artistes, c'est un sujet extrêmement polarisé. La majorité sont dans une opposition absolument totale, c'est-à-dire même sur l'idée d'IA, même en dehors des images, en fait. Moi, c'est-à-dire que ça fait 3 ans justement que moi je fais de la R&D avec les IA pour voir si ça va nous remplacer ou pas, voir si on doit travailler ou si on doit complètement embrasser cette nouvelle technologie.
C'est quelque chose sur lequel j'ai pas encore de réponse maintenant, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui évolue extrêmement vite. Notre industrie ne fait que nous, on voit au niveau du secteur du jeu vidéo, cinéma et ce genre de choses, on est bouleversé quasiment tous les 5 ans. Il y a des espèces de cycles. Là, ça s'accélère encore plus. Moi, j'ai vu l'émergence de la 3D, j'ai vu l'émergence du numérique, donc j'étais obligé de me poser pas mal de questions. Ce challenge-là est un peu plus difficile à prévoir et un peu plus difficile à maîtriser et à manier. Ça reste quelque chose sur lequel moi j'ai une énorme curiosité. J'en profite également pour répondre par rapport à l'extrait de Lina qu'on a eu tout à l'heure, qui est quand même assez intéressant parce que c'est quand même quelque chose que autant le marketing, l'économie actuelle, c'est d'essayer de trouver la formule parfaite. En fait, une espèce d'équation qui ferait la chose est bien, elle va se vendre, ou alors c'est bon, on peut générer de la musique à l'infini toute notre vie. Et en fait, c'est assez fascinant de voir des gens qui sont obsédés d'essayer de résumer ça dans une équation, dans un algorithme, dans une IA, dans une bibliothèque générative ou non. Alors qu'au niveau de l'art, j'ai pas de définition propre à l'art, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'énormément accidenté, en fait. C'est-à-dire la surprise, quelque chose qui est tombé par terre ou ce genre de choses nous provoque des fois beaucoup plus d'émotions que quelque chose qui est extrêmement contrôlé. Et moi, personnellement, quand je fais mes images, les gens me demandent quand je fais. C'est-à-dire, j'ai mis longtemps à déconstruire ça, mais j'essaie d'avoir le moins d'idées préconçues dans ma tête avant que je me mette à essayer de le dessiner. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que plus j'essayais d'avoir le contrôle dessus, moins mes images avaient de pertinence. Donc maintenant, la phrase que je dis souvent, c'est-à-dire, j'arrête pas de lancer des dés, en fait, quand je dessine, jusqu'à que j'ai 2x6, en fait. Et après, je passe à la deuxième étape où je relance les dés en boucle. Et avec les IA, c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu dans ces mêmes méthodes. J'arrête pas de faire des générations jusqu'à qu'il y en ait une qui soit à peu près pertinente, que j'essaie de croiser avec une autre, et ainsi de suite. Donc, les IA, plutôt que les algos, arrivent eux aussi à faire des accidents heureux, en fait. Mais justement, on va avoir besoin de ça, et ça pourra peut-être pas toujours se résumer sur des rapports aussi mathématiques ou contrôlés que le marketing le souhaite de cette façon. Alors, une autre question, parce que là, c'est des rapports heureux et des tests qu'on fait, mais par contre, ce qui a nourri au départ les IA, les éléments, là, les mid-journées et compagnie, c'est quand même plein d'images qui sont sur Internet. Alors, il y a les images Instagram avec nos têtes et nos photos, mais il y a aussi des œuvres qui sont utilisées, qui sont pompées là-dedans au niveau des droits d'auteur. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça ? Est-ce que vous avez une position, un usage particulier de ça, parce que ça, c'est quand même un gros risque aussi, ce côté, quels droits d'auteur sont versés à des créateurs par rapport à ce qu'ils ont créé et comment ça va être réutilisé, repompé. Je reprends la parole directement parce que moi j'ai été confronté à ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont signalé en fait que mes images avaient nourri des bibliothèques, c'est-à-dire des gens carrément qui m'ont montré dans des modèles et tout ça, en fait que j'étais carrément cité en fait par rapport à ça. Ruffin, avec qui on avait fait les Ruffin Van Rullen d'un institut de recherche sur le cerveau. C'est ça, m'avait envoyé justement des alertes en me montrant que mes images avaient été utilisées. Moi je suis sur Internet depuis déjà un bon moment et en fait mes images ont déjà été volées à de très nombreuses reprises pour faire des coques d'iPhone, des pulls ou ce genre de choses, et surtout des prints sans jamais me demander mon autorisation. C'est pas quelque chose que j'accepte, j'essaie de lutter contre ça, mais j'ai aussi un lâcher-prise sur le fait qu'en fait, moi, je me suis nourri de beaucoup de choses et je comprends que ça en nourrisse d'autres. Alors, quand c'est nourri d'un point de vue marketing, ça commence à se poser des questions. Mais sur la bibliothèque mondiale que sont les références, je n'ai pas d'opinion précise. C'est-à-dire qu'au niveau du droit d'auteur, il est évident qu'il y a des choses qui sont absolument scandaleuses, surtout quand des fois, mid-journée, d'un coup, se met à refaire une image quasiment existante. À la façon 2. C'est ça. À la façon, c'est pas encore le pire des problèmes, parce que je considère que la stylisation, c'est pas non plus quelque chose qui peut être protégé définitivement au niveau du droit d'auteur, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va influencer beaucoup de gens. Mais quand on reprend exactement la même composition, évidemment que là, il y a quelque chose d'assez scandaleux. Mais en même temps, c'est-à-dire... je sais pas non plus si des fois, moi, surtout dans mes jeunes années, à quel rapport d'influence j'ai touché le plagiat ou non, en fait, quand j'avais 16, 18, 20 ans, en fait. C'est-à-dire, une fois, j'ai dessiné une composition, il y a des gens qui me disent « Ah, ça me fait penser à quelque chose », et plein d'autres aussi qui me disaient « Mais j'arrivais pas à savoir quoi », et en fait, quand je suis rentré chez moi, j'ai vu mon poster d'Akira, je me suis dit « Mais en fait, j'ai regardé cette image pendant quasiment 3 ans dans mon appartement, et je l'ai redessinée sans même m'en rendre compte. » Et c'est quelque chose sur lequel je peux aussi le pardonner à l'IA. Ça dépend quel est le cynisme des gens qu'il y a derrière, en fait, par rapport à ça. Ouais, quel usage on en fait. Ouais, aux États-Unis, ils ont pris une loi qu'ils ont baptisée Elvis dans l'État du Tennessee pour justement cadrer un petit peu le fait d'utiliser des... alors là, on touche à la musique, d'utiliser des voix d'artistes notamment, sans leur demander leur consentement pour les mettre dans des morceaux. On sait qu'il y a des morceaux de Angel qui ont été générés, Drake, enfin, il y a de plus en plus d'exemples connus qui sont générés comme ça. Dans la musique, la question du droit d'auteur a toujours été une problématique. Je pense aux plateformes de diffusion notamment. Clément, aujourd'hui, comment
vous voyez aussi cette évolution avec l'IA. Est-ce que c'est un nouveau risque? Est-ce que ça accroît des risques auxquels vous étiez déjà confrontés? Ce pillage, par exemple, systématique de vos créations? Évidemment, on est à la bourre complet. Le débat citoyen et la démarche juridique, politique est complètement à la bourre par rapport à la rapidité du développement dont parlait Sylvain, quoi. Ça va extrêmement vite. On commence à peine à parler du sujet qu'il est déjà trop tard. Par exemple, sur le droit d'auteur, à l'époque du CD-ROM et de la cassette, on a mis en place ce qui s'appelait les droits voisins, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on achète un CD-ROM ou une cassette, il y a une partie qui est reversée à la SACEM et qui est ensuite redistribuée aux artistes parce qu'on considère que c'est un support pour pouvoir fixer de la copie privée. Bon, on a fait ça, on a réagi assez rapidement parce que peut-être on avait le temps ou qu'on avait des gens qui étaient vifs. Par contre, sur le développement d'Internet, de la DSL, de fournisseurs Internet qui ont fait du pognon sur augmenter la bande passante en marketant le truc sur vous pourrez télécharger plus de musique et télécharger plus de films, alors qu'à l'époque c'était en plus surtout du téléchargement illégal, et qui ont payé 0 centime aux organismes qui récupèrent donc déjà depuis ce moment-là l'industrie de la musique s'est complètement effondré. Aujourd'hui, les budgets pour les albums sont divisés quasiment par 10, hein, même sur des artistes qui sont signés en major. Donc forcément, on trouve des technologies moins chères pour pouvoir produire. Enfin voilà. Donc on est déjà en train de bricoler, alors qu'on parle du streaming. Ça fait 10 ans qu'on se fait piller et que c'est genre un racket officiel. Tout le monde paye son abonnement 20 € en se disant c'est super, je paye les artistes, mais en fait il y a 80 centimes en fait, qui vont même pas aux artistes que tu écoutes parce que le système fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur les IA? C'est-à-dire qu'on est... Oui. Et alors, par rapport aux voix, cadrage, et par rapport aux voix dont on parlait tout à l'heure, alors on parle des artistes qui veulent pas, et ça je comprends qu'on utilise leur signature vocale à leur insu, mais un des secteurs qui est en train de prendre pour son grade, c'est le secteur de la voix off. C'est-à-dire que moi j'ai un copain qui travaillait dans un studio toulousain qui est bien connu, qui a un gros studio, qui est un des rares endroits où il y avait un gros plateau où on pouvait se permettre de faire des orchestres, du big band, des choses comme ça. Et ces gens-là, comme effectivement il n'y a plus d'argent pour faire des big bands, machin, ils faisaient vivre le studio en faisant beaucoup de voix off pour du jeu vidéo, pour de la série, pour des choses comme ça. Et bien leur activité a été divisée par 4. Parce que maintenant, tous les studios passent directement par de l'IA. Donc ce studio, je ne sais pas trop comment ils vont faire pour survivre, mais c'est probablement, enfin, si ça continue comme ça, ils vont devoir mettre la clé sous la porte, tu vois. Donc, bon. Et puis alors, tous les comédiens aussi qui perdent leur boulot. Enfin, c'est... L'industrie de la voix, oui, c'est quelque chose d'énorme. Justine Aymar, dans votre activité, la question des droits d'auteur, est-ce que vous réfléchissez aussi à des garde-fous? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre quand même en place? On parle de filigrane, par exemple, qu'on intégrerait dans certaines images ou certaines productions audiovisuelles. On parle aussi d'un algorithme qui dégraderait l'image si elle est copiée, là aussi à l'insu des artistes. Quelle est votre réflexion à vous? Alors, il y a déjà des choses qui sont en train d'être mises en place, très concrètes, notamment par toutes les maisons d'auteurs. Là, je parle plutôt du côté de l'image, donc comme par exemple pour la DAGP, qui monte au créneau depuis maintenant plus d'1 an sur s'attaquer déjà un peu à la source, c'est-à-dire la boîte noire de la programmation de ces IA, sur quoi elles ont été entraînées. Eux, ce qu'ils demandent par rapport aux auteurs, c'est qu'il y ait à la fois de la transparence sur le processus d'entraînement, qu'il y ait un consentement qui soit demandé aux auteurs et qu'il y ait une rémunération, puisqu'on rémunère les artistes pour les utilisations de leurs images. Pourquoi pas lorsque ça passe dans la moulinette de l'entraînement de la machine. Et donc, c'est des requêtes qui sont assez importantes. Évidemment, les lois, elles se mettent toujours en place après que la technologie puisse être installée parce qu'il faut quand même un certain recul. Mais en tout cas, c'est des choses qui avancent. Et je crois qu'en France, l'accent est beaucoup mis sur ce problème-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à repenser aussi au niveau du droit d'auteur. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été imaginé il y a très longtemps. Comment est-ce qu'aujourd'hui on aborde ces questions? Enfin, moi, je trouve que c'est un sujet assez passionnant et de se dire qu'on est dans une mutation totale et qu'on se retrouve face à un changement du statut de l'image aussi. Pour tout ce qui est filigrane, c'est vrai que c'est quand même délicat. Après,
On a vu aussi au moment de l'apparition du boom des NFT que en fait une image n'était pas forcément quelque chose de figé. On pouvait avoir aussi une mouvance, qu'on pouvait avoir aussi, il y a notamment des guides qui ont été publiés sur comment est-ce que dans les métadonnées des images, sans passer par un filigrane visuel, on pouvait les marquer. Et il y a aussi tout ce qui est opt-out, c'est-à-dire clairement signifier, par exemple, sur son site internet de plusieurs façons qu'on ne veut pas que les robots viennent absorber les images. Donc il y a plein de façons de se protéger, mais au-delà de la protection, est-ce que c'est pas quelque chose qui doit être un petit peu remis en question? C'est vrai que la France est très attachée aux droits d'auteur parce que c'est un des pays pionniers et en même temps c'est hyper intéressant pour les artistes. Donc voilà, c'est une création française historique. Donc après, le droit d'auteur n'est pas respecté dans tous les pays par défaut aussi. Quand on se retrouve dans des pays, il y a certaines il y a des variations en fonction des pays, effectivement. Il y a des variations dans les pays, mais moi je trouve que c'est des questions hyper intéressantes parce que je trouve que c'est passionnant. Alors, ce que tu évoquais aussi, c'est cette idée finalement de le dire. Est-ce que ça pourrait être une labellisation? Parce que c'est aussi quelque chose que soulevait Clément. Le fait de le savoir, un peu comme quand on met le label bio sur un aliment, est-ce que labelliser fait par des artistes, ce ne serait pas une évolution ou quelque chose qui pourrait être un élément sur lequel les citoyens ont la main et le savent? Parce que c'est vrai qu'on nous vend du rêve en nous disant prenez votre abonnement, les artistes sont payés, vous êtes vous êtes réglo. Bon, c'est vrai que c'est limite. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des choses à imaginer de cet ordre-là? C'est ce que tu évoquais ou c'est tout autre chose? Cette idée de la transparence? La transparence, c'est plutôt de savoir sur quelles images ont été entraînées les IA commerciales, par exemple, et de se dire que si elles ont été entraînées sur des bases de données où figurent des œuvres d'artistes, que les artistes devraient quand même toucher un mini pourcentage de rémunération parce que leur image a été une inspiration ou se retrouve dans un élément d'une autre image qui va être utilisée, par exemple, par une marque. Donc, c'est plutôt la transparence sur les bases de données, puisqu'au début, au nom de l'innovation, on a entraîné sur tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est limite un peu trop tard. Il y a un peu dans ce que tu disais tout à l'heure aussi, Clément, ce truc de c'est un peu trop tard. Et maintenant, c'est difficile de faire machine arrière. Alors, il y a Sylvain qui voulait réagir. Oui, c'est surtout par rapport au droit, c'est une petite pensée qui peut être un peu science-fiction, mais c'est-à-dire qu'en fait, les IA, avant que ça arrive dans les IA génératives, on avait quand même une vision que ça allait nous faciliter la vie, alors que c'est aussi quelque chose, on s'en rend compte, qui est en train de prendre les boulots les plus créatifs et c'est-à-dire, il nous remet des fois dans le rang du travail plus d'exécution, nous, en essayant de contrôler les IA. Et j'ai une pensée un peu amusante quelque chose qui pourrait peut-être arriver, c'est qu'en fait, il y a aussi un endroit où l'IA explose, c'est dans le secteur du droit, en fait. C'est-à-dire les étudiants en droit, tout ça, j'ai vu qu'il y a des tas d'applications ou ce genre de choses. Et j'en viens à me demander si bientôt des sites comme Midjourney ne seront pas défendus par des IA en droit qui vont apprendre à s'auto-défendre, en fait. Les IA défendus par d'autres. Mais vers quoi on tend, en fait? C'est quoi on veut aller vers où, en fait? Parce que c'est hyper cynique, en définitive, si on voit le truc de manière un peu philosophique. Genre, même l'extrait tout à l'heure qu'on a entendu du scientifique qui veut réussir à coder les compositeurs, trouver un code qui permet de composer comme n'importe qui. Au final, on est sur un délire un peu scientiste de vouloir prouver qu'en fait tout est code, tout est mathématique d'une certaine manière, même la créativité, même l'émotion poétique qui était un peu notre dernier rempart au sacré, en fait, sorte de connexion spirituelle entre les humains. Là, d'un seul coup, on te dit non, en fait tu peux être ému par un truc qui est en fait une ligne de code. Vers où on va? C'est quoi la vision du bonheur de ce truc-là, en fait? De rester chez soi en télétravail à rentrer des prompts et se faire livrer un Uber Eats par une voiture automatique? C'est quoi, en fait? C'est vers où on va, en fait? Pourquoi on fait ça, à la base? À part l'émerveillement et la fascination technosolutionniste du c'est merveilleux cette nouvelle technologie, mais pourquoi, en fait? Au fond, pourquoi? Alors Clément, je vais te laisser la désannonce peut-être de ce morceau qu'on vient d'entendre et qui est peut-être une forme aussi ironique de réponse à pourquoi on fait ça. Comment as-tu produit ce morceau?
C'est extrêmement mauvais, hein. Déjà qu'on se le dise, c'est extrêmement mauvais. Mais bon, on est encore à des versions bêta. Ça a été vraiment généré en 2 minutes parce que je venais de recevoir un mail et je me suis dit tiens, je vais essayer de voir en tapant dans une IA jingle pour podcast, jingle pour un podcast sur la science. Et genre aucune orientation de style musical, de rien du tout. D'accord. Et j'en ai généré 5 ou 6 en me disant est-ce qu'il va changer de style, est-ce qu'il va proposer des trucs intéressants, machin. Donc là, il y a carrément, j'avais pas désenclenché le vocal. Là, donc il y a carrément du chant qui dit allez, c'est parti, on va écouter le podcast et s'émerveiller sur la science. Bon, effectivement, c'est très mauvais. Mais par contre... et ça s'appelle Future Frontiers. Ça, c'est hallucinant aussi. Non, mais par contre, c'est quand même étonnant de se dire que tout ça a été, genre, que ce soit les sonorités, que ce soit le texte, que ce soit la mélodie, que tout ça a été généré en 2 minutes par une machine et que même je peux, si je paye un abonnement, évidemment, récupérer les stems pour récupérer juste le synthé ou juste la batterie et que je pourrais très bien en faire un vrai morceau si je veux, ou utiliser certains éléments pour en faire quelque chose. Ah, ça, c'est juste une question technique, donc ça te fournit les choses avec toutes les pistes séparées. Je peux le faire, ouais. Je peux lui demander. Je croyais que tout était un gros mélange, parce que nous, c'est le problème dans l'image, c'est qu'il va tout nous aplatir, il mélange tout, en fait. Parce qu'il génère tout là, je peux vraiment avoir les parties séparées. Et aujourd'hui, on a aussi même des IA qui peuvent permettre, genre, tu rentres un fichier stéréo de bonne qualité et lui demander de séparer, il y a des gens, notamment si vous regardez le film Get Back sur les Beatles, ils ont récupéré les stéréos qui étaient aplatis sur des tape machines. À l'époque, ils avaient des 4 pistes, donc voilà. Ils ont réussi à séparer dans des jeux de stem de 8-9 pistes pour pouvoir remixer les choses en multitrack avec les technologies d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce film sonne... de manière incroyable. Donc pour la restauration audio, quand même, c'est des technologies. Mais là, effectivement, le problème et le cynisme du truc, pour moi, il est dans le fait de mécaniser la créativité. Que la créativité devienne un mécanisme. Ça, pour moi, c'est un bouleversement philosophique et existentiel, carrément. C'est-à-dire que... Mais alors du coup, comment, enfin vous êtes encore des jeunes artistes, mais plus les prochains. Il y a encore des petits jeunes qui sont en train de se former qui sont dans les écoles. Comment il faut se former à ces outils, à l'usage des outils pour faire de la R&D, pour savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont faites comme ça? Justine, peut-être, toi tu interviens au Frénois. Est-ce qu'il y a des formations qui sont apportées, des éclairages? Au Frénois, la première formation, je dirais, c'est de garder son esprit critique. En effet, il y a des dangers, tout ça, mais en fait, il y a tellement de façons de l'aborder. Il faut vraiment aller jusqu'au fond des choses. Et ce que je dirais aussi, la deuxième façon, c'est de ne jamais lâcher l'expérimentation, parce que c'est des technologies qui sont nouvelles. On voit beaucoup d'usages qui sont des usages un peu bateaux, un peu standardisés, alors qu'en fait, il y a tellement de choses incroyables à trouver. Et je pense que l'humain ne sera jamais remplacé par la machine, mais ce qu'on essaye d'explorer de façon assez approfondie, c'est cette expérimentation qui prend plusieurs formes et de toujours garder aussi cet esprit d'ouverture critique sur le monde, sur la position de ces technologies dans le monde, de voir aussi jusqu'où ça peut nous amener si on part vers des dystopies. Et en tout cas, c'est pour ça qu'il est essentiel de jamais s'arrêter, de pousser les choses, de les contredire, d'essayer d'aller mettre plus les mains dans la machine et de pas non plus prendre les outils pour ce qu'ils sont. C'est quelque chose qui est vraiment hyper fondamental au Frénois, de toujours aller chercher au-delà de l'outil. Oui, comprendre comment ça marche et savoir effectivement d'où viennent les choses, comment elles sont produites, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à utiliser des outils produits par des grands industriels du numérique? On a parlé de Midjourney, on a parlé d'un certain nombre de logiciels. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de frein ou de porte d'entrée à l'argent? C'est-à-dire que si vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous êtes obligé d'utiliser les logiciels mainstream. Et donc là, on a une sorte de discrimination en fait, pour les artistes, et je pense aussi aux jeunes artistes, parce que toutes ces technologies-là, elles ne sont pas forcément accessibles non plus directement. Il y a un coût financier, puis il y a un coût écologique aussi, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez, mais
entraîner des IA, ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément de place sur des serveurs. Et lorsqu'on utilise des services en ligne, c'est pas très clair et on sait pas très bien où est-ce que se situe l'impact. Donc, il y a quand même des coûts dans tous les sens. Et sachant que c'est des technologies qui sont beaucoup aussi appréhendées par des développeurs pour l'industrie. Enfin, on est vraiment aussi sur quelque chose d'assez difficile à manier. Et quand on crée une œuvre artistique, en fait, il faut qu'on manie tout le sens. Donc moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de recherches sur les serveurs, sur quels serveurs entraîner mes images, pour savoir où ils sont, pour savoir si la compagnie avait une bonne politique de redistribution de la chaleur et de l'énergie générée. Et ça fait partie entièrement de ma démarche. Et puis aussi, à un moment d'arrêter, c'est-à-dire, OK, là, j'ai passé tant d'heures, je pense que je suis arrivée à un résultat qui est intéressant. Est-ce que je continue à pousser le truc, à me perdre encore plus? Enfin, c'est vraiment une sorte de rationalisation aussi de ce que ça veut dire dans notre monde aujourd'hui, d'utiliser ces technologies sous toutes ces formes et d'avoir une conscience par rapport à tout ça. Pour moi, ce qui fait aussi la différence dans la démarche de Justine, c'est que là, pour le coup, tu es aussi artiste et artisan de ton propre outil. C'est-à-dire qu'il y a une démarche et un choix, même dans la création de cette IA. Et donc, pour moi, c'est encore une démarche qui est hyper belle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une compréhension et tu fais vraiment l'outil. Enfin, voilà, je sais pas si je perds un peu mes mots, mais voilà, c'est très différent que juste utiliser Midjourney. Juste de l'appliquer en mode consommation. Voilà. Oui, c'est ça, c'est explorer les instruments, fabriquer ses propres outils, ses propres instruments pour produire sa création. Il y a une démarche artisanale qui est très belle. Ou détourner les outils. Oui. Moi, je donne un exemple, c'est-à-dire que j'ai vu des artistes, par exemple, utiliser le jeu Les Sims pour se faire des perspectives de maison et redessiner par-dessus, en fait. Et en fait, moi, c'est un peu la même façon que je peux utiliser les IA, c'est-à-dire dans le sens, j'ai besoin de générer une espèce de perspective en profondeur qui me prendrait beaucoup de temps à le faire si je faisais à la main et ce genre de choses. Et en fait, c'est jouer avec ça. Et c'est pour ça que moi, je me demande si, en tout cas, je parle pour les images, si ça va vraiment supplanter les artistes, parce que la plupart de ces IA ont été conçus comme des bacs à sable pour amuser les gens, plus que pour du rapport d'art appliqué, en fait, par rapport à l'industrie. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, on peut pas séparer les c'est-à-dire les éléments entre eux, ce genre de choses. Tout est généré de façon très brute, juste pour être posté directement sur Instagram, et sans le rapport fonctionnel, en plus, parce que, c'est-à-dire, on a souvent sur des rendus assez nébuleux par rapport à ce qu'on lui demande, en fait. Donc, c'est presque des jouets, pour le moment, et j'ai encore du mal à les voir sous forme d'outils. Il y en a certains qui essayent de pousser pour l'industrie, mais c'est-à-dire qu'ils sont un peu embêtés parce qu'ils essayent de vendre ça au grand public, tout en essayant de faire des spécialisations. Donc, ça va prendre du temps à se stabiliser. Ouais, aujourd'hui, la stratégie marketing, elle est plutôt de faire accepter par le grand public plutôt que de fournir des outils aux artistes. Exactement. Pour l'instant, je trouve que ça a plutôt une forme de jouet. C'est-à-dire qu'il y a certains qui y pensent de façon un peu plus professionnelle, mais c'est toujours d'une façon détournée. Alors c'est sur ce jingle délicieusement suranné, généré par vous, Clément Lib, que nous avons terminé ce podcast. C'est pas moi qui l'ai généré. Alors justement, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez mis Jean-Michel Jarre dans le... Pas du tout, non, c'est exactement le même prompt. Exactement le même prompt. Ouais. Mais il s'est dit Jean-Michel Jarre. Mais je trouve qu'il a beaucoup de charme, celui-ci. Un grand merci à nos invités Justine Aymar, Clément Lib et Sylvain Sarail, dont vous pourrez découvrir quelques œuvres pendant le festival Lumière sur le quai du 18 octobre au 3 novembre à Toulouse. Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire et merci aussi à l'ICAM et François Donato pour leur création sonore. Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac. Réalisation Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Thomas Goisé. Et puisqu'on parle de création et d'IA, laissons le mot de la fin à M83 avec de vrais humains derrière les machines.